Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver avec Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Nous recevons Simon Doro, député de Bangolo et président du groupe parlementaire du PDCI RDA. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parlera de votre famille politique, surtout à un an des prochaines élections présidentielles. Mais d'abord, il y a des questions d'actualité parce que quand on marche à Abidjan, dans la rue d'Abidjan, on parle beaucoup de la dissolution de la FECI. Comment votre famille politique a accueilli cette nouvelle? Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir chez vous. Vous commencez par une question d'un événement qui est arrivé alors que je suis en Europe depuis presque plus d'un mois. Mais ce que je sais, c'est que cette situation est relative à des incidents graves qui se sont produits à l'université. Et la fédération donc, des estudiantines de Côte d'Ivoire a été dissoute. C'est une décision du gouvernement dont je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs années déjà, il y a des questions de sécurité, de sûreté même à l'intérieur de l'université. Et il était peut-être important de faire une petite pause pour trouver des solutions d'une stabilité, en tout cas d'un environnement estudiantin plus stable que ce qu'il est aujourd'hui. Vous parlez de stabilité, de sécurité. Est-ce que vous pensez que la FECI, donc la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, a perdu sa boussole ces dernières années? Non, moi, je dis simplement que il faut toujours s'appuyer sur les faits. Les faits, c'est qu'il y a beaucoup d'incidents graves qui se produisent. Là-bas, l'université est devenue parfois même une espèce de no man's land. Et pour l'avenir de la nation, il faut faire très très attention à ces choses-là. Et je pense peut-être même que l'État de Côte d'Ivoire a pris trop de temps pour aller au fond des choses et les analyser et prendre des décisions adéquates. Là, cette fois-ci, la décision elle est prise de manière urgente. Bon, c'est le Conseil national de sécurité qui l'a prise. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas exactement quelle est la position de notre parti, mais en ce qui concerne personnellement, j'insiste sur le fait qu'il faut un environnement estudiantin apaisé pour que les études, la formation de nos enfants se passent dans de meilleures conditions que celles que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Il y a aussi l'affaire Bourgi, les révélations de Robert Bourgi avec son dernier ouvrage « Ils savent que je sais tout », dans lequel il déclare que les dernières élections présidentielles de 2010 ont été remportées par l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est pas un peu cocasse de venir dire ça 14 ans après? Écoutez, merci de me poser cette question parce que bon, c'est une question d'actualité. M. Bourgi a fait un livre, c'est vrai, mais ce qui est plutôt important, en tout cas pour moi et pour nous, c'est de tirer les leçons de cette histoire. Il y a une histoire. Il nous révèle qu'il y a une histoire, où il y a des histoires entre notre pays et la France. Quelques-unes de ces histoires ne nous honorent pas, et n'honorent pas l'histoire de notre pays. Et il nous appelle, en fait, moi, je dis, il nous appelle à tourner la page. Il nous interpelle, nous devons tourner la page. La Côte d'Ivoire doit tourner la page. C'est le moment pour nous de ne plus entendre et vivre toutes ces histoires. On ne sait plus qui a gagné, qui n'a pas gagné. Nous voulons maintenant regarder, aller de l'avant. Et nous voulons tourner la page. Tourner la page et établir de nouvelles relations avec la France. Ce sont des relations responsables entre des pays partenaires où on a une autre vision que ce qu'on peut avoir vécu ces dernières années. Nous, les Ivoiriens veulent le changement. Des rapports entre les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont la France. Nous n'avons rien contre la France, bien au contraire, c'est un partenaire privilégié, mais nous voulons que la démocratie s'installe chez nous. Et s'il y a la démocratie, si les règles sont transparentes, elles sont claires pour tout le monde, personne ne viendra dire qu'un tel a installé et un tel à la tête de notre pays. Donc M. Bourgi, il est gentil, mais nous voulons tourner la page. Mais si ces faits sont avérés, c'est quand même assez symptomatique, parce que des gens ont fait de la prison pour des attitudes un peu malveillantes comme ça. Monsieur Gbei, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Mais est-ce qu'il y a au moins des regrets de la part, par exemple, du parti politique qui était membre de la coalition qui a porté M. Ouattara au pouvoir? Hein? Il n'y a pas de regret, en tout cas de la part du PDCI, il n'y a pas de regret particulier à avoir. Nous, avec le président Thiam,
nous avons une vision qui est très simple. Je vous l'ai dit et je vous la répète, nous, on veut tourner la page. Nous voulons engager une relation responsable avec la France. Nous voulons travailler win-win, d'égal à égal. Nous n'avons aucun complexe. Eux non plus n'ont pas à avoir de complexe. Nous pouvons travailler ensemble, bâtir de nouvelles relations, mais quitter complètement ces méthodes qui sont d'un autre monde. Très bien. Donc, à un an de la prochaine élection présidentielle, comme je disais, la commission électorale a lancé, je crois, ce week-end-là, la procédure de révision de la liste électorale, donc avec les inscriptions un peu partout. C'est 3 semaines, parce qu'elle dure jusqu'au 10 novembre. 3 semaines, c'est court selon vous? Bon, je l'ai déjà dit par ailleurs, et je vous le redis, entre 2018 et 2023, le processus a enrôlé 1 400 000 personnes en 5 ans. Bon, je veux savoir par quel miracle on va enrôler 4 millions d'électeurs, puisque c'est ça l'objectif. Si nous voulons aussi avoir une base de données électorale crédible, la Côte d'Ivoire doit avoir au moins 12 millions d'électeurs. Bon, donc il y a un gap entre 8 millions et 12 millions. Ce gap est de 4 millions, comme je vous l'ai dit. Donc on ne peut pas. Ce n'est pas crédible. Et d'ailleurs, les conditions, regardez un peu la précipitation que les responsables font autour de cette affaire d'élection. Moi, je vous le dis, je me pose la question de savoir, mais pourquoi autant de bruit sur des choses qui sont aussi simples? Pourquoi autant de communication, de gesticulation? Le président de la CEI dit qu'il a le dispositif nécessaire pour enrôler le maximum de personnes dans ces 3 semaines. Non, mais il faut être sérieux. Le processus est mal engagé. Moi-même, je vous le dis, ici à Paris, je suis allé visiter 2 centres, mais les Ivoiriens qui sont concernés ne savaient même pas où se trouve le centre d'enrôlement. Même les documents. Quelqu'un arrive pour se faire enrôler, il a son récépissé, mais le manque de peau, son récépissé a dépassé les délais. Il se fait enrôler ou pas? Sur place, la réponse, c'est non. Il y a des gens qui arrivent à la carte d'identité. La carte d'identité, elle ne porte pas le nom du père et de la mère. On lui dit non, écoute, viens, reviens avec les scènes de naissance de ton père ou de ta mère. Faites référence à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux actuellement. Bon. On voit le président de la CEI qui... Non, M. Bey, il faut être très sérieux. La question de l'enrôlement est une question très simple. Nous disons ceci. Nous disons que c'est un process, banal, simple. Il faut organiser comme les gens le font en Europe, partout dans le monde, inviter chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne à aller à l'enrôlement. On nous donnons 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois si vous voulez, mais chacun a le temps d'aller faire ses documents proprement et d'aller se faire enrôler. Pourquoi devons-nous faire autant de vous pensez tapage qu'il y a un but caché derrière cette précipitation? Écoutez, on va au forceps, pourquoi? Le dialogue, qui est l'arme des forts, c'est important. Et nous demandons, l'opposition aussi avec nous, avec le PDCI, demande qu'on aille au dialogue inclusif. Asseyons-nous autour d'une table. CCI, nous n'avons pas confiance dans CCI. Donc il faut la réformer totalement. On n'a pas confiance. Et on n'a pas confiance pourquoi? Pour des simples raisons. Elle a produit des résultats qui ne sont pas, c'est même pas une question de satisfaisant. Des résultats qui sont tristes, qui sont malheureux. Il y a eu des morts en 2010. Il y a eu des morts même en 2015. En 2020. Il y a les morts de 2020, bon, n'en parlons pas. On a joué au ballon avec la tête des gens. Bon, M. Bey, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec ça? Avec ça, la prédiction, elle est simple à comprendre. Hein? Là, je prends les résultats et je fais une prédiction. Puisque la prédiction, elle part des éléments factuels vécus par le passé. Donc la prédiction, elle est connue par avance. On va tout droit, ensemble, à la casse en 2025. Bon, là, pour le moment, le président de la CEI, il trace sa route. Hein. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Il la trace tout seul. Et il a déjà tracé tout seul. Et on connaît les résultats. Les résultats qui ont été produits ne sont pas des résultats crédibles. Ils ne sont pas transparents. Nous n'avons pas confiance. La PDH a fait une enquête et a conclu que 62% environ d'Ivoiriens enquêtés n'ont pas confiance dans la CEI. Et complète en disant, même les 38% restants, seulement 20% disent qu'ils ont confiance dans la CEI.
les appels ont été lancés par une mission d'experts de l'Union européenne pour appeler à la refonte de la CEI, en tout cas à la révision de la CEI. La Cour africaine des droits de l'homme a aussi lancé un appel sur plainte de la PDH pour demander la refonte de la CEI ou sa révision. Le président Gbagbo, le président Bédié se sont retrouvés chez le président Ouattara pour demander qu'il y ait un instrument de suivi qui soit pris par lui-même pour permettre d'aller à des élections transparentes, à une CEI transparente. Le dialogue politique de mars 2022 a aussi conclu qu'il faut aller à la réforme de la CEI. Bon, diantre. Qu'est-ce qu'on fait? Et les gens, ils font la politique de l'autruche. Mais le problème, c'est que l'autruche, le jour où elle va sortir la tête du sol, mais elle va avoir des surprises. Et donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas favorables pour les élections en 2025, selon vous, clairement? Elles ne sont pas favorables. Mais écoutez, M. Gbei, ce dont il s'agit ne s'agit pas du PDCI, il ne s'agit pas du PPACI, et il s'agit des Ivoiriens. Il s'agit de l'avenir d'une nation. Vous avez peur pour 2025? Oui, nous avons peur. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont peur. Ils tremblent. Parce que les choses leur sont déjà arrivées. Mais allez à l'intérieur du pays. Pourquoi les gens ne sont pas motivés à aller aux élections, à aller s'inscrire? Mais parce qu'ils n'y croient plus. Il faut donner confiance aux instruments de notre pays pour que notre pays devienne une nation démocratique. C'est capital. On ne peut pas faire prendre à la nation, à la Côte d'Ivoire, les risques qui sont en train de faire prendre aujourd'hui à la nation. C'est grave. C'est une situation très grave. Très bien. Et dans ce contexte, vous vous préparez quand même pour les élections, hein, en attendant que la réforme puisse se mettre en œuvre. Vous savez, c'est normal, comme tout parti politique. Vous savez, nous nous préparons aux élections, mais en même temps, nous sommes en tout cas le PDCI et l'ensemble de l'opposition, nous sommes des gens responsables. Et la responsabilité impose qu'on attire l'attention du gouvernant, du président de la République, qu'on attire l'attention de nos partenaires, de nos amis, les amis de la Côte d'Ivoire, pour leur dire attention, drapeau rouge. Parce que la Côte d'Ivoire a une position stratégique dans la sous-région. Si ça tourne mal chez nous, même chose, attention à la prédiction à la sortie. Bien. Donc nous voulons, je conclue si vous voulez, nous voulons aller au dialogue, interpeller, appeler au dialogue. Écoutez, c'est notre responsabilité. Et le dialogue, nous avons la conviction qui va s'installer. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Comment se porte votre parti depuis le départ du Sphinx de Tarokro? Non, le PDCI se porte bien. Vous avez fait le deuil? Oui, non, mais écoutez, la vie est ainsi faite. Le président Bédié, successeur du président Houphouët-Boigny, a fait sa part de chemin. Il a subi un coup d'État en 1999, que la Côte d'Ivoire regrette aujourd'hui. Il a passé sa vie, 24 ans, 25 ans, à défendre la Côte d'Ivoire, à aimer la Côte d'Ivoire de tout son cœur, à appeler au dialogue, à la fraternité, au dialogue. Il a aussi contribué à garder le PDCI, qui était appelé, soumis à des OPA. Le président Bédié a résisté, et nous pouvons en tout cas saluer sa mémoire pour le travail qu'il a fait. Maintenant, le président Thiam prend le PDCI, aussi en tant qu'héritier de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié, et sa responsabilité, c'est de projeter d'abord le PDCI vers l'avenir, et cet avenir, il passe par la reprise du pouvoir, il passe par reprendre le chemin sur lequel le président Houphouët et le président Bédié ont laissé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons quitté le chemin, nous avons perdu notre chemin, et nous voulons le retrouver avec Tidjane Thiam. La Côte d'Ivoire veut retrouver le chemin tracé par les pères fondateurs, qui est celui de la prospérité partagée par tous. Vous êtes très proche du président Tidjane Thiam. On attendait à la présence de la République, mais pas la présence du parti. Qu'est-ce qui a subitement modifié ses ambitions? Non, aucune ambition. Le parti est un instrument extrêmement important. C'est une fierté, je crois qu'il a dit. C'était pas un fervent militant, il n'était pas dans l'arène politique ivoirienne. Il a eu le décès qui a précipité son retour. C'est d'accord que c'est... Monsieur Gbei, vous avez affaire à une personnalité qui a été ministre de la République de Côte d'Ivoire.
Donc, dès l'instant, vous êtes ministre, vous êtes dans la politique. C'est un technocrate, certes, mais ministre de la Ministre République. depuis un peu longtemps quand même. Oui, non, un peu longtemps. Mais ça fait partie de son expérience. Oui, on n'en doute pas, mais Bon. il n'était pas là dans l'action avec nous. Il a été là. En 2020, il n'était pas militant avec vous. Hein. Non, mais je l'ai dit et je vous le redis. Vous avez affaire à quelqu'un qui a été élevé par Félix Houphouët-Boigny. Il a été élevé au lait de la politique, dès son enfance. Donc on ne peut pas dire comme ça, bon, il vient, il tombe du ciel. Non, il ne tombe pas du ciel. Il a un parcours. Dès son enfance, dans sa famille. Son père a été ministre de la République, ambassadeur. Donc ce n'est pas l'improvisation. Aujourd'hui, il revient aller prendre le PDCI, et d'ailleurs, ce sont C'était les une militants. ambition, Macron, c'était une ambition de sa part de prendre le PDCI tôt ou tard, ou c'est le décès du président Bédié a modifié ses plans. Non, je peux vous dire, chaque être humain sur cette terre des hommes a un destin. Un destin. Et il faut saisir les opportunités de son destin. Quand Dieu vous offre une occasion pour servir, vous avez le devoir de vous engager. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Après la disparition du président Bédié, il était important. Lui, d'ailleurs, en tant que petit-fils du président Fouet, il a senti l'appel des militants qui l'ont élu à 96% des délégués au Congrès. 96%, M. Bédié. Donc, C'est un score soviétique, ça. non, Non, mais c'est pour montrer sa légitimité, c'est tout. non, mais j'y étais. J'en doute pas. Je peux vous dire qu'il y a une pression de personne. Une pression de personne. Le vote, il est démocratique. Alors, on avait des candidats. On avait un candidat, notamment, au final. Jean-Marc Cassé, le maire de Cocody. Oui, voilà. Donc je réponds vraiment à votre question. Tidjane Thiam prend la tête du PDCI parce que, d'abord, il a un destin. Deuxièmement, il a une ambition pour ce pays. Il aime son pays. Et il se met au service de son pays pour le servir. Et pour pouvoir sortir son pays de l'impasse dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Écoutez, moi, je n'ai pas posé une question, mais de quoi a besoin la Côte d'Ivoire aujourd'hui? La Côte d'Ivoire, elle a besoin d'unité. Parce que l'union, qui est le premier élément de sa devise, l'union a éclaté. L'union a éclaté. Les gens se regardent aujourd'hui, un tel vient de telle région, un tel vient de telle région, les gens font du rattrapage, etc. etc. Il y a du communautarisme en Côte d'Ivoire, ce que vous dites. L'enjeu, le premier enjeu pour le président Thiam, c'est de rassembler la Côte d'Ivoire. Les fils et les filles de la Côte d'Ivoire doivent se retrouver pour rebâtir, construire une nouvelle nation telle que le père fondateur l'avait créée, dans la diversité de notre pays. Et ensuite, faire en sorte que la richesse du pays soit une richesse partagée par tous les Ivoiriens, que ce ne soit pas seulement un clan qui bénéficie d'une certaine croissance. Monsieur Deboté, il y a du communautarisme en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous dites? Mais écoutez, moi je constate comme vous, lisez, il y a des gens qui ont fait du rattrapage ethnique. C'est malheureux. C'est pas un peu mécanique en Côte d'Ivoire qu'on arrive un peu là au pouvoir de ce... Non. Le président Fouet, attendez, prenez référence. Non, pas lui, je pense que... Non, prenons référence sur le président Fouet et même le président Bédié. Moi je viens de l'Ouest. Le président Bédié m'a nommé président du groupe parlementaire. Alors quand les gens disent des choses, quand même, il faut qu'ils soient sérieux. Je suis président du groupe parlementaire, d'un parti politique. Qui a sa base au centre. Il faut préciser pour ceux Voilà. qui ne connaissent pas un peu la Côte d'Ivoire. Hein? Ouais. Mais il n'y a aucun souci. Le PDCI, c'est le parti de la diversité. Fondé sur la diversité, et qui a développé la Côte d'Ivoire sur la diversité. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. C'est bien de clarifier parce que il y a eu toutes ces petites polémiques autour du président Bédié sur la question de l'ivoirité. Donc, quand vous dites aujourd'hui que le PDCI est le parti de la diversité, je pense que vous clarifiez les choses sur nos plateaux. Moi j'ai une position qui est très claire. Je dis, vous savez, pour faire la politique, il y a des gens qui utilisent des stratégies de communication pour aboutir à leur fin. Bon, ils ont abouti à leur fin, ils pensent avoir abouti à leur fin, mais aujourd'hui, le résultat, c'est que le pays a éclaté. Bien, et votre parti est-il prêt à faire des alliances avec les autres forces de l'opposition, éventuellement pour les élections, si ça se présente? Non, écoutez, quelles sont vos lignes rouges? J'ai déjà répondu un peu à cette question par ailleurs.
l'ambition du président Thiam, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de rassembler la diversité. C'est une clé. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez imaginer tous les programmes de développement que vous voulez, vous n'irez nulle part. Donc, c'est extrêmement important, d'abord, de fonder son projet sur le rassemblement de la diversité. On va aller aux élections. Il faut pas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire des alliances d'arrangement politique. Ça, on connaît ça déjà. Non, ce sont vos lignes rouges, ça. Voilà. Ça, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, l'objectif, c'est de dire, on veut, le PDCI est le socle, et le PDCI doit s'ouvrir à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, où qu'ils soient, de quel parti politique qu'ils soient, pour construire un nouveau projet, avoir une nouvelle vision. Maintenant, ceux qui veulent venir rejoindre le projet le feront. Ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viendront pas. Mais je peux vous dire que même dans le parti au pouvoir, il y a des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui sont prêts à rejoindre le projet. Justement, c'est quoi le projet? Parce que, désolé, quand je vois un peu le président Ouattara et le président Thiam, en termes d'idéologie politique, ils ne sont pas un peu différents. Hein. Ils sont tous deux libéraux. Attendez, moi... Je dis en termes d'idéologie politique. Moi, l'idéologie politique, bon, nous voulons la démocratie dans notre pays, nous sommes libéraux. Voilà. En tout cas, non. Comme le président Ouattara. Non, nous sommes libéraux, nous croyons à l'économie, au développement par l'économie, par les affaires, ça c'est clair. Mais en même temps, n'oubliez pas que nous sommes le PDC-RDA et que la dimension humaine, la dimension sociale est une dimension capitale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un IDH, un classement de 166e position. Le PDCI serait au pouvoir, on ne serait pas à cette place. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc il y a une différenciation. C'est très clair. Merci, monsieur le député. Nous serons au pouvoir, l'école, nous allons donner la place à l'école. Nous allons donner la place à la santé. Écoutez, le président Fouet, je ne veux pas être long là-dessus, mais on a formé des ingénieurs dans les plus grandes écoles du monde. Plus grandes écoles du monde. Il n'y a pas une seule grande école au monde où Fouet-Boigny n'a pas formé des gens. Où Bédier n'a pas amené des gens. Et quand ils sont partis, leur ethnie, leur religion, ça n'a aucune importance. Ce sont des Ivoiriens et des Ivoiriennes au service du pays. Mais aujourd'hui, l'école, quel est le niveau de l'école aujourd'hui? Quel est l'étudiant ivoirien? Ils sont combien à vouloir compétir avec les écoles américaines ou avec les écoles françaises? Donnez-moi les chiffres, ça m'intéresse. Ah non, on n'a pas les stats ici. Non, pas tout de suite. On va les chercher. On regardera ça après. Merci, monsieur le député. On a un petit jeu à faire avec vous avant de partir. Ça vous Moi, je vous en prie. Allez, Alexandre. Exactement. Alors, je vous invite à regarder l'écran et je vais faire défiler quelques photos. Et je vous demandais à chaque image de donner un mot ou un qualificatif pour ces personnalités. Un mot. Fouet-Boigny. Paix, dialogue. Paix, dialogue. Bon, je reviens un peu sur Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Sage. Houphouët-Boigny est considéré comme le père de l'indépendance. Il a dirigé le pays pendant plus de 3 décennies après l'indépendance en 1960, du coup, jusqu'en 1993. La prochaine image, vous allez le voir, c'est son successeur. Nicolas Bédier. Exactement. Je dis aussi, c'est paix, sacrifice pour la nation. Donc il a dirigé le pays pendant 6 ans, jusqu'en 1999. Il a connu de nombreuses hautes fonctions et son mandat, on en a parlé, a été il a introduit la notion d'ivoirité. Donc on le voit sur la prochaine image. Ce qui n'est pas vrai. C'est à laquelle je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. On se respecte. On comprend. Un mot, un qualificatif. C'est qui déjà, Alexandre? C'est Laurent Gbagbo. Combat pour la démocratie. Combat pour la démocratie. Intéressant. Donc c'est le premier président issu de l'opposition. Il a accédé au pouvoir en 2000 jusqu'en 2011. Sa présidence a été notamment marquée pendant plusieurs années par une crise politico-militaire. Il a refusé de céder le pouvoir après sa défaite à Alassane Ouattara. Il a été arrêté et transféré à la CPI avant d'être acquitté en 2019. Ensuite, nous allons voir Alassane Ouattara, un mot, un qualificatif. Une ambition déçue. Qui d'ambition déçue. D'accord. Ah ouais. Ça me donne envie de creuser, mais on va continuer. C'est le 5e président de la Côte d'Ivoire, en poste depuis mai 2011. Il a été réélu 2 fois et il pourrait peut-être briguer un 4e mandat en 2025. C'est l'actuel président.
Prochaine image. Et ensuite, la dernière image, on en parlait. Tidiane Thiam, c'est l'espoir, c'est l'espérance nouvelle pour une Côte d'Ivoire fraternelle, unie et prospère. Ok, merci beaucoup. Merci Alexandre, merci monsieur le député, merci à vous chers téléspectateurs, portez-vous bien, à demain pour un nouveau rendez-vous.